Voilà, installez-vous s'il vous plaît, parce que dans 2 minutes, on va commencer. Donc, n'hésitez pas à vous installer. Merci. Et puis, ceux qui sont à distance, oui, ben, on va commencer dans 2 minutes à peu près, hein, pour laisser le temps encore aux retardataires de nous rejoindre. En tout cas, on est heureux de voir ce monde-là, c'est toutes ces personnes qui ont pris du temps pour venir assister à cet événement. Euh, ben, je vais en profiter pour vous dire 2 mots, juste 2 mots, pas plus, parce que c'est pas moi qui suis l'essentiel de cette soirée. C'est pour vous dire qu'on est très heureux, toute l'équipe de l'association Dama France, très heureux que vous soyez jointes à nous pour ce jour un peu spécial pour nous, à deux endroits. D'abord parce que nous fêtons les 10 ans de notre association Dama France, et ensuite parce que nous lançons les trophées de l'innovation du data management. Donc, ça sera la première édition ce soir. Et puis, on espère tous les ans en avoir d'autres. Voilà, je ne vais pas dire plus. Je vais vous laisser avec Élise, puisque c'est Élise qui est à l'initiative de cet événement et qui est le chef d'orchestre de cette organisation. Donc, merci Élise de nous recevoir, de nous accueillir. Merci beaucoup, Jérôme. Chers membres de l'association Dama France, chers invités, bonsoir. Bienvenue à cette célébration des 10 ans du chapitre français de Dama. J'ai le plaisir d'animer cette soirée. Je suis Élise Van Gestel, donc fraîchement élue vice-présidente de l'association Dama France. Et on va passer donc au slide suivant. Nous serons plusieurs du board de Dama France à animer. Non, mais ce sont les aléas du direct. Alors, nous serons 4 ce soir à animer cette séquence, à savoir Marcel Lee, Jérôme Capirossi ainsi que Gilles Fiolet. Donc, au menu, en termes d'agenda, alors nous avons 4 séquences avant la fête. Donc, la première séquence, une rétrospective sur les 10 ans. Donc un coup de projecteur sur nos 10 années d'existence, suivi des perspectives 2025. Et nous aurons le plaisir d'avoir Thomas Courtois, le président de Nickel, qui va échanger avec nous et nous partager sa vision sur la data et ses enjeux. Et nous terminerons avec une innovation cette année pour ces 10 ans, donc les trophées innovation en data management, avec 3 entreprises candidates qui ont été retenues, à savoir Sodexo, OVH et Covea. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer par les perspectives. Marcel, c'est à toi. Merci beaucoup, Élise. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long sur rétrospective parce que, 10 ans, je vais essayer de le résumer à peu près en 10 minutes. Donc, tout commence en 2014. Donc, en 2014, c'est une année où il se passe plein de choses. Donc, si on regarde un peu, alors des choses qui n'ont rien à voir avec la data, vous voyez, donc il y a Barack Obama qui essaie de renouer contact avec Raúl Castro après des années, en fait, un peu de relations tendues, etc. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, la Coupe du Monde au Brésil. Bon, ils l'ont perdu, malheureusement, c'est les Allemands. Vous savez, c'est le vieil adage qui dit qu'en fait, à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Mais apparemment, c'était vrai. Après, ça fait 10 ans, ça aussi. Interstellar, je pense que vous l'avez tous vu, super film de Christopher Nolan. Je pense qu'on a tous apprécié. Et dernier événement que je voulais mettre en avant, ça, parce que c'est à peu près au même niveau, quoi. Hein. Donc, c'est au même niveau. C'est au même niveau. Pour moi, c'est pareil. Dama International se dote d'un nouveau chapitre qui est le chapitre français. Il faut savoir que Dama International, c'est une association qui est très ancienne, ça date des années 90. Et donc en France, on n'a pas eu en fait de chapitre pendant très très longtemps. Donc 2014, année de naissance de Dama France, et
Alors là, je vais vous faire un peu rétrospective. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, les 2 premières années, on n'a pas fait grand-chose. Je peux vous le dire. Voilà, j'y étais. On n'a pas fait grand-chose. Si on regarde après, qu'est-ce qui s'est passé après en 2016? Naissance du club CDO. Alors, c'est quand même quelque chose d'important. 2016, si on revient en arrière, c'est quand même une année où il n'y avait pas tant de CDO que ça, à part peut-être beaucoup dans les fonctions, dans les entreprises banque assurance. Là, il y avait quand même pas mal. Et encore, il n'y avait pas partout. Et en fait, moi, ce qui avait été remonté, c'est qu'il y a beaucoup de CDO, Chief Data Officer, qui, en gros, voulaient échanger avec leur père. Et bah, ils se sentaient un peu seuls. Ils disaient, ah, ça serait bien quand même d'avoir un truc dans ce style-là. Et c'est comme ça que c'est né. C'est comme ça que c'est né. L'idée, vraiment, on voit l'image. C'est pas comme ça, hein, je vous le dis. C'est pas comme ça, mais c'est en tout cas, c'est l'esprit d'avoir en fait un vrai esprit club où les gens ils peuvent échanger librement et ils se connaissent. Donc c'est vraiment ça. Si on regarde après le début du club CDO, alors je vous avoue quelques grands moments de solitude. Les premières séances du club CDO parce que on avait du mal quand même à avoir des membres. Donc au départ, c'était 3-4 membres. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Et quand il y en a qui ne peuvent pas venir, bah, à la fin, on se retrouve à 2 ou 3. Voilà. Donc, mais quand même, voilà, on a persévéré. Et 2018, bah, explosion du truc. Je ne sais pas ce qui s'est passé 2018, je n'ai pas regardé. Mais, et donc, progressivement, de 2018 à 2024, on est passé de 8 à plus de 50. Hein, on a compté. Plus de 50. Et alors, je crois que je n'ai pas compté l'équivalent du club CDO dans les Hauts-de-France, où il y a un peu moins d'une dizaine, hein, je crois, c'est ça 11. Voilà, 11. 11, donc voilà, ça fait 11 entreprises. Donc ça fait plus de 60 entreprises qui sont en fait dans les instances en fait d'échange de Dama France. Il faut savoir que le club CDO, c'est certainement le plus gros succès de ce type. Alors c'est pas le seul club CDO au niveau Dama international, mais c'est le plus gros succès au niveau international de Dama là-dessus. Si on regarde un peu les entreprises, voilà, il y a tout ça et encore il y en a plein d'autres. Voilà. Il y en a plein d'autres, on ne va pas s'apesantir dessus. Alors après, qu'est-ce qu'il y a 2019. Donc on sent un peu à l'étroit, on se dit, il faudrait peut-être aller ailleurs, mais c'est Dama France, donc on ne va pas aller à l'international, on ne va pas empiéter. Et donc, on se dit, bah, en fait, ça serait bien de développer le réseau en région. En région, et là, vous voyez 2 belles images, parce que bah, à date, justement, on a 2 relais qui sont actifs. Donc, dans les Hauts-de-France, c'est Gilles Fiolet, ici, qui anime le relais Hauts-de-France. Et puis, dernièrement, Sylvain Célérier, qui s'occupe en fait de Centre Est-Lyon et qui est ex-membre du club CDO, hein, Sylvain, qui était avant chez Servier, je crois, d'après mes souvenirs. Voilà, donc on en parlera plus tard de ça, mais en tout cas, c'est bien parce que ça permet d'avoir aussi des instances d'échange, des moments d'échange en région. Alors ensuite, 2020. 2020, alors c'est pas que le sujet data quality, ça date pas de 2020. Hein, on faisait de la data quality avant. Par contre, je pense qu'on a commencé vraiment, les entreprises se sont dites, il faut vraiment en fait qu'on change d'échelle, qu'on change de niveau par rapport à ce sujet de data quality. Et donc, je pense que ça a commencé à peu près 2019-2020. Et on a été approché par Lisa Kaafai, je ne sais pas si vous connaissez, il y en a peut-être qui sont membres aussi de cette autre association qui s'occupe plus de gouvernance et management du SI. Et on s'est dit, on va faire en fait un groupe de travail en commun pour faire connaître et faire avancer les pratiques sur la gestion de la qualité. Donc là, il y a plein de personnes qui ont collaboré dessus. Et le résultat, le fruit de notre travail, c'est 3 livres blancs qui sont sortis respectivement en 2021, 22 et 24. Je ne sais pas s'il y en aura un autre, j'en sais rien encore pour l'instant. Peut-être qu'il y aura d'autres sujets. Mais en tout cas, c'est des livres blancs qui ont été très appréciés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu, qui sont aussi inspirés. Et en plus, on l'a publié vraiment pour le plus grand nombre, puisque en fait, on peut les télécharger librement, ce qui est quand même bien pour une association, parce que c'était le but, justement. Donc voilà, naissance du GT Data Quality en 2020.
Ensuite, 2020 aussi, on a fait plein de choses en 2020, c'est incroyable. Reboot, je dis reboot parce qu'il y a toujours eu des événements, des webinaires, etc. Mais on a remis l'accent dessus. On a vu qu'on était un peu à la traîne par rapport, par exemple, à Dama UK, qui est très, très fort aussi dans tout ce qui est événements, webinars, etc. Et en plus, on a innové parce qu'on a expérimenté un format nouveau qui s'appelle la masterclass. Donc ça, c'était l'idée de Jérôme. Super idée, hein, Jérôme. Et en fait, c'est pas juste en fait une présentation, mais c'est vraiment un sujet avec un panel qu'on réunit pour discuter et résoudre ensemble le problème. Donc, c'est vraiment des cas d'études. Donc, très gros succès là-dessus. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent ailleurs aussi, en tout cas dans la zone IMIA de Dama. Donc là aussi, on peut être fier de ça. Et évidemment, les webinars qu'on a continués, on fait ça régulièrement. Voilà. 2023. 2023, c'était à l'occasion. Alors 2023, c'était à l'occasion donc on a fait un événement pour le deuxième cahier pratique du GT Data Quality. Et à un moment, en fait, une personne, je crois que c'était Olivier Thiard, je ne sais pas si. Ouais, c'est ça, c'était Olivier qui a eu une idée de génie. Il s'est dit, ah, mais on devrait faire en fait une fresque comme fresque du climat. Et donc, au début, on voulait faire une fresque data. On s'est dit, ah non, il faut faire un truc plus resserré, etc. Et donc, on s'est dit, ah, pourquoi pas une fresque data quality. Et donc, très rapidement, on a réussi à former un groupe de travail pour, à la même manière, c'est un peu l'équivalent de la fresque du climat. Donc, le but, c'est de sensibiliser le plus grand monde sur ces sujets de data quality management qui sont souvent un peu mal compris dans les organisations parce qu'en gros, data quality, il y en a qui pensent encore que c'est juste en fait les gens de l'IT qui doivent résoudre ce problème. C'est plus complexe que ça. C'est pas le cas? Ah ouais, bon. Bah, on va voir, je sais pas, faut jouer à la fresque en fait pour le savoir. Voilà. Donc là, vous voyez en fait la fresque, elle ressemble, elle ressemble pas à ça. Ça, c'est un kakémono qui représente la fresque. Donc il y a plus d'une vingtaine de cartes dessus. Et voilà, il y a des entreprises ici qui ont déployé à l'échelle. Et surtout, moi, ce que j'aimerais remercier avant tout, c'est toutes les personnes qui ont collaboré. Alors, on a tout fait à distance, c'est incroyable. Ouais, on a tout fait à distance et après, on s'est vu juste pour célébrer, on a fait un déjeuner. Voilà. Ça, c'est en vrai, par contre. Parce qu'un déjeuner en virtuel, c'est compliqué. Mais en tout cas, j'aimerais remercier l'ensemble des personnes qui ont collaboré dessus. Et en plus, bon, le graphiste n'est pas là, un certain Pierre Mazoyer qui nous a aidés aussi sur le design de cette fresque. Donc, merci encore et bravo, puisque je sais qu'il y en a ici dans la salle. Allez, dernier slide sur les rétrospectives. J'avais promis que ce ne serait pas trop long. Voilà. Aujourd'hui, Dama France, en quelques chiffres, c'est quoi? Donc déjà, plus de 300 membres. Je crois que c'est le deuxième plus gros chapitre en Europe, je crois, après le Royaume-Uni. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Après, je crois que c'est l'Italie. Après, je ne sais jamais entre l'Italie et nous exactement qui a le plus de membres. En tout cas, ils sont très actifs aussi. Ouais, c'est vrai. Plus de 50 entreprises, en fait, plus de 60 entreprises adhérentes au Club Sidio, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça couvre très large. Donc là, il n'y a pas que des entreprises dans le secteur banque assurance, il y a de tout. Donc c'est génial, c'est absolument génial. Aujourd'hui, on a un sponsor, c'est PwC, mais on en aura d'autres certainement. Un partenariat avec le CNAM, parce qu'aussi on s'attelle à développer nos partenariats académiques. Donc cette partie-là, elle est extrêmement importante. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle, au board donc, de Dama France, il y a le CNAM et les SEC. Donc c'est aussi des éléments importants d'un point de vue associatif. 2 relais régionaux, on a fait plus de 30 sessions du Club CDO. Et même s'il y a des sujets qui reviennent, en fait, ça change tout le temps. Donc, on peut les remettre au goût du jour. Plus d'une vingtaine de webinaires masterclass, évidemment des newsletters trimestriels, presque 1500 abonnements sur le compte LinkedIn, c'est beaucoup. 3 cahiers pratiques data quality et un produit. Donc, ça ne sera pas le dernier. Je pense qu'on va faire d'autres produits parce que c'est un gros succès. Donc, je pense que on va avoir plein d'idées là-dessus et il ne faut pas hésiter. Voilà pour la rétrospective de Dama France.
Je vais laisser la parole à Gilles. Il va nous parler un peu de ce qui va se passer après. Ouais. Que sur la partie région du coup. Bonsoir. Alors j'ai pas de slide, je vais le faire à l'oral. Juste pour vous donner quelques nouvelles d'ailleurs que Paris. Donc on a créé un club CDO avec donc à la demande de Jérôme et Marcel qui ont été à l'initiative de ça. Donc on a créé un club CDO dans les Hauts-de-France à Lille avec alors j'ai recompté entre temps, c'est 13 entreprises. Depuis tout à l'heure, on en a pris 2 de plus. Donc 13 entreprises qui sont dans le club CDO, on se rejoint tous les 3 fois par an. C'est un vrai bonheur de se rassembler. Et en termes de perspective, donc pour 2025 et les années suivantes, en fait, on va essayer de développer encore un peu plus le maillage territorial pour qu'il y ait des échanges entre CDO, Head of Data dans les régions et qu'on puisse faire ça en présentiel. Donc, il y a déjà un club qui est en train de se monter côté Est avec Sylvain, donc Célérier, qui est en train d'identifier des entreprises qui auraient envie de venir, avec une perspective de faire un premier rendez-vous dans le premier trimestre 2025, d'après Sylvain, ça devrait aller. Et puis l'idée, c'est de déployer un peu plus. Alors, il y a des terres fertiles, hein. Il y a la terre de l'Ouest, de Rennes, Nantes, avec beaucoup de choses autour de l'industrie, des banques aussi, quelques filiales là-bas. Et puis, certainement, du côté du Sud-Ouest, côté Bordeaux. Donc, voilà, ça, c'est les perspectives pour la suite. L'idée, c'est vraiment de pouvoir enrichir en région les travaux du Club CDO de Paris. Voilà. Merci Gilles pour le travail et le temps que tu donnes à l'association pour les relais régionaux. Moi, je vais vous parler des perspectives. Alors, pardon. Des perspectives. Alors, vous avez entendu parler donc des masterclass et des webinaires. Nous les faisons ici en France. Et l'idée, c'est de les européaniser. Non pas les nôtres, mais c'est de partager avec les autres chapitres, une fois par trimestre, un webinaire ou une masterclass européenne, ce qui permet aux practitioners européens aussi de travailler ensemble. Donc, voilà, premier type de projet. Deuxième type de projet, on a parlé du club CDO, et pas que le club CDO, mais on se préoccupe de la dimension managériale de la donnée. Alors, sur un premier aspect, c'est partager les bonnes pratiques du management d'équipes data dans les entreprises, parce que ce management a certaines particularités. Les équipes data ont des compétences diverses et les partager entre les différentes directions, les animer, cela pose des problèmes spécifiques qui valent que l'on s'y penche et qu'on fasse peut-être un groupe de travail et que ce soit l'objet d'un cahier. La même chose aussi sur la thématique du management, c'est les trajectoires de carrière du data management. On commence data manager, practitioner, et puis au fur et à mesure, comment peut-on évoluer? Et puis aussi, on arrive à CDO peut-être, mais qu'est-ce qu'il y a après le CDO? Ce n'est pas un aboutissement, c'est aussi un passage pour une continuation. Et donc, pour nous, c'est un thème qui peut apporter de la valeur donc, à nos membres. Organiser un symposium d'AMA à Paris, c'est aussi un objectif, mais pas un objectif pour faire un symposium, pour faire une fête, que tout le monde se rencontre. Là aussi, c'est pour essayer de faire rencontrer des gens d'horizons différents, et notamment aussi européens, voire internationaux, et en essayant d'organiser cette communication. Il y a des plans managériaux, il y a des plans de pratique, et de faire que nos adhérents s'y retrouvent à l'intérieur, que ce ne soit pas non plus quelque chose, comme souvent les événements, où on a énormément de choses, on ne peut pas assister à tout. Donc, essayer de flécher ça et de faire un événement à la mesure de notre association. Hein. Vous avez vu, Marcel a présenté 300 membres, etc. On n'est pas 10 000 membres
Voilà. Contribuer, être visible, contribuer au DMBOK V3. Il y a l'intention, DAMA International a l'intention de lancer le développement du DMBOK V3. Le V2 est très bien, mais il commence à être pas tout à fait bien adapté aux problématiques actuelles. Et donc, il y a beaucoup de choses à rafraîchir et on veut être un contributeur visible, du moins la France. Et peut-être derrière, c'est ce que nous sommes en train de faire, de traduire le V2, mais avoir une version française et peut-être arriver à tirer des examens de certification en français. Voilà, ça peut être aussi la conséquence de cette visibilité. Vous voyez, on n'a pas des ambitions pour être visible, on a des ambitions pour apporter plus de valeur à nos membres, hein, répondre davantage à leurs attentes. Et puis enfin, Marcel l'a évoqué, oui, on a l'intention, dans la suite de la fresque de la data quality, de développer d'autres serious games parce que l'accueil de celui-là a été extrêmement positif. Et c'est vrai qu'avec les quelques animations que nous avons faites, chacun, eh bien, on s'aperçoit que de façon dynamique, ça crée non seulement l'intérêt, mais ça fait réfléchir. Ça marche aussi pour des experts de la data. En faisant une fresque de la data quality, ça leur permet de revisiter un certain nombre de concepts dans un cadre de plus de mise en œuvre et peut-être de revoir un certain nombre d'idées qu'ils avaient. Alors, pour faire ça, quand même, on a besoin aussi de développer des moyens. Le sponsorship, alors c'est un mot-clé, le sponsorship, oui, ayons des sponsors. Non, on a envie aussi de structurer ce sponsorship. Il y a des gens qui se déclarent soutien de l'association, donc c'est le cas de PwC, on les en remercie. Ils ont mis à notre disposition cet endroit magnifique, mais aussi à l'occasion de projets comme la fresque. Pourquoi pas demander que cette fresque soit sponsorisée par des entreprises ou par des offreurs, comme des livres blancs, hein, comme l'a dit Marcel, les livres blancs qui sont des cahiers, donc qui ont vocation à se répéter dans le temps, eh bien, pourraient aussi être sponsorisés par des acteurs de la data. Le soutien des entreprises, il faut qu'on développe aussi les relations avec les entreprises. Alors peut-être derrière pouvoir communiquer de temps à autre, peut-être une fois par an, dans certaines entreprises pour accroître l'intérêt pour elles du data management. La légitimité des écoles, et donc c'est aussi dans notre visée. Donc on a déjà des partenariats, mais il faut qu'on aille plus loin pour aussi dans les cursus, intervenir dans les cursus des écoles, notamment par des outils dynamiques comme la fresque de la data quality ou simplement en présentant le DMBOK ou la pratique de data management et son intérêt évidemment au sein des entreprises. Et enfin, il faut qu'on s'améliore sur la communication pour rendre plus visibles ces activités et pour valoriser in fine nos membres, l'action de nos membres au sein de leurs entreprises. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Oui. Avant de passer à la prochaine séquence, est-ce que vous avez déjà des questions à adresser au board, que ce soit sur les perspectives peut-être? Ou est-ce que tout est clair? Si, tout est clair. Oui? La V3 est pour quand? On n'a pas de date, on demande régulièrement quand est-ce que ça va démarrer. La communication qu'on a eue, c'est que l'association est en train de se préparer, mais vous savez, une association mondiale de type DAMA International, démarrer ce genre de projet, c'est quand même très lourd. Donc, bon, ça prend peut-être un peu plus de temps que prévu. Alors, la version française, la V2, oui. Non, la V2, oui, il n'y a pas de problème majeur. C'est une traduction. Donc, la V2 est déjà validée.
elle fait déjà l'objet de certification. Donc, il y a la version, la V2. La V3, vous voyez, c'est toute une mécanique, c'est un référentiel. Et derrière, il faut aussi développer les moyens de certification, faire valider ça par, je crois qu'il y a 72 chapitres dans le monde, plus de 20 000 personnes. Vous voyez, c'est une grosse machine. Hein. Bon, alors je vous propose de passer à la troisième séquence. J'invite Thomas Courtois à me rejoindre. Bonsoir, on s'assied ou on reste debout Comme comme tu veux. Ça m'est égal. On va s'asseoir. Allez. Alors, tout d'abord, merci beaucoup Thomas d'avoir accepté cette invitation. Alors, Thomas, tu es président de Nickel. Nickel, hein, qui est une pépite française rachetée par BNP Paribas en 2017, donc société de paiement, qui a une offre innovante, à savoir la possibilité d'ouvrir un compte avec une carte de paiement en 5 minutes chez le buraliste. Donc, ce modèle a conquis le marché français et il est en train de conquérir aussi le marché européen avec 5 pays. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Thomas ? Bon, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Alors, tu en as déjà dit beaucoup sur Nickel. Nickel, c'est un compte, une carte, un relevé d'identité bancaire disponible en 5 minutes, effectivement, dans votre bureau de tabac. Nous sommes le compte pour tous. Donc, l'ambition des fondateurs de Nickel, en 2014 aussi, on a 10 ans comme Dama. L'ambition des fondateurs, c'était de rendre accessible ce produit dont on a tous besoin au quotidien, un compte bancaire et puis une carte de paiement. Donc, rendre ce produit le plus accessible possible et le plus simplement possible. Et depuis 10 ans, c'est ce qu'on fait, avec un certain succès, puisqu'on a convaincu plus de 4 millions de personnes de nous rejoindre depuis. Et donc, c'est un vrai phénomène de société en 10 ans. Et effectivement, aujourd'hui, on essaye de faire de ce champion français un champion européen. Très bien. Et en tant que dirigeant, en tant que président de Nickel, quels sont tes enjeux stratégiques et ta vision par rapport à la data? Et comment la data peut constituer un accélérateur pour répondre à tes enjeux? Alors, je dirais que d'abord, chez Nickel, on est une entreprise de la tech, de création assez récente, je le disais, 10 ans. Et donc, on a la chance de bénéficier de données qui sont à la fois très fiables, très disponibles en temps réel. Et donc, c'est une richesse incroyable par rapport à nos concurrents, notamment les acteurs plus traditionnels qui ont beaucoup de mal à avoir une vision globale sur toutes leurs données. Donc, nous, on a ce socle de données-là. Et donc, on en profite beaucoup. Ça nous donne beaucoup d'avantages. Et je dirais dans 3 domaines stratégiques clés pour nous. Le premier, c'est l'expérience client. Le deuxième, c'est la sécurité. Et le troisième, c'est l'efficacité opérationnelle. Alors, je vais décrire un petit peu comment on utilise la donnée dans ces domaines-là. D'abord, sur l'expérience client, on utilise beaucoup la donnée d'abord pour comprendre un peu comment nos clients interagissent avec nous, comprendre comment ils réalisent leur parcours, comprendre les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, essayer d'anticiper et de les régler en avance. On utilise aussi beaucoup la donnée pour communiquer en temps réel avec nos clients par des systèmes de notification qui leur confirment qu'un paiement a été effectué, qui les alertent si jamais on observe une transaction ou une connexion suspecte, etc. Et puis qui nous aide aussi beaucoup à améliorer notre offre de façon continue. Nous, on a un produit qui est assez simple, hein, c'est un compte courant, une carte de paiement, et puis tous les moyens de paiement qui accompagnent un compte. Donc, on ne fait que ça notamment par rapport aux banques traditionnelles qui ont des milliers de produits en portefeuille. Nous, on a beaucoup moins. Et donc, du coup, en se concentrant juste là-dessus, on est capable d'offrir une expérience bien plus qualitative à nos clients. Et d'ailleurs, la satisfaction client pour nous est le premier levier d'acquisition de nouveaux clients. Donc, on a un niveau de satisfaction client qui est extrêmement élevé. On calcule le Net Promoter Score. Je pense que c'est une donnée que maintenant toutes les entreprises connaissent. Et nous, on a un Net Promoter Score qui est en ce moment d'environ 58, ce qui est bien supérieur à la moyenne des autres acteurs sur le secteur. Donc, voilà. Donc, ça, le premier levier, c'est donc expérience client. Le deuxième levier, c'est la sécurité. Donc, on utilise beaucoup les données pour essayer de détecter tous les types de fraudes ou de tentatives de blanchiment de fonds.
Et là-dessus, quand on a un acteur comme Nickel qui a une promesse d'accessibilité et de grande ouverture, et puis avec une promesse d'ouverture de compte facile, etc., on attire aussi des profils peut-être moins bien intentionnés. Et donc, on a intérêt à exploiter pleinement tout ce que la donnée nous permet de faire pour sécuriser l'identification des clients, la validation de leurs opérations et détecter tout comportement suspect. Et donc là-dessus, on utilise à la fois, on bénéficie de toute l'expertise de BNP Paribas et puis justement de cette donnée de qualité, disponible temps réel, pour mettre en place des tas d'alertes en temps réel. Donc, on a beaucoup recours au machine learning notamment. Et puis, on a recours aussi à l'IA générative pour traiter ces alertes, c'est-à-dire pour être capable de les analyser, de préparer des comptes rendus, etc. Et tout ça pour accroître la productivité de nos équipes. Juste pour donner un chiffre quand même sur la lutte contre la fraude, à quel point c'est un enjeu stratégique chez Nickel. On est 850 personnes chez Nickel. Il y a plus de 100 personnes, 100 analystes anti-fraude. Donc, on a intérêt de leur donner des outils qui soient le plus efficaces possible, parce que sinon, je pourrais démultiplier cette équipe-là. S'il fallait que je double, je triple, tout ça, c'est des coûts importants pour nous. Et donc, voilà, donc on met beaucoup d'efficacité à la fois dans les alertes qui détectent bien les bonnes fraudes et qui mettent de côté les faux positifs, et puis cette capacité à traiter ces alertes le plus rapidement possible avec le plus d'efficacité possible. Voilà. Et puis le troisième levier, c'est l'efficacité opérationnelle. Et donc là, on utilise les données. On a développé un certain nombre d'outils pour accroître la productivité de l'ensemble de nos équipes. Alors, je vais donner quelques exemples. On a développé un outil qu'on appelle Nickel Assist, qui permet à nos conseillers au téléphone, quand le client s'exprime en langage naturel pour faire part de son problème, amener la réponse au conseiller le plus rapidement possible avec le maximum de qualité possible. Et donc, simplement par du langage naturel, on arrive à amener le bon mode up, la bonne procédure, la bonne réponse au client. On a créé aussi un outil qu'on appelle IA Companion, qui permet à toutes nos équipes de pouvoir dégager des comptes rendus beaucoup plus facilement, de pouvoir rechercher de l'information beaucoup plus facilement à travers toute la… Et tout ça en boucle fermée chez Nickel, voilà, sans que la donnée ne quitte l'environnement. On a créé un dernier outil qu'on appelle Insighter, par exemple, qui permet de scanner en permanence tout ce qui se dit sur Nickel sur les réseaux sociaux, de dégager des alertes si on voit qu'il y a un thème qui émerge, voilà, qui peut nous permettre de détecter un incident que nous-mêmes on n'avait pas vu éventuellement, ou un irritant qui commence à prendre de l'ampleur. Et puis, on peut aussi interroger comme ça, dire qu'est-ce que nos clients pensent de notre carte métal, qui est notre carte haut de gamme, par exemple. Et là, on a tous les feedbacks que nous ramènent les clients avec une synthèse. Voilà, donc c'est des types d'outils. Et un dernier outil qu'on développe, un outil important, c'est pour permettre à nos équipes de dev, donc nous, c'est 200 personnes à l'informatique chez Nickel, on est vraiment une boîte de tech. Je disais, c'est 850 personnes, 200 à l'IT. Et donc, on a mis à disposition de nos équipes de dev aussi des outils pour développer du code et être capable d'analyser sa qualité, sa fiabilité derrière. Voilà, donc pour nous, la data répond vraiment à ces trois enjeux-là, qualité de l'expérience client, lutte contre la fraude et efficacité opérationnelle. Voilà, c'est les trois grands domaines où on utilise beaucoup la donnée. Très bien. Et par rapport à ces trois leviers stratégiques, toi, quelles sont tes attentes en termes de data et quel est le mandat que tu donnes à ton Chief Data Officer? Alors, le mandat que je donne à mon Chief Data Officer, il est double. Il est d'abord de maintenir tout le socle de données et donc de définir toute l'infrastructure, l'architecture, toutes les règles de fonctionnement des tables, etc. Et puis le respect de toute la réglementation qui s'applique bien sûr aux données. Donc, de créer tout ce socle et de l'entretenir, de le garder le plus à jour possible en permanence. Et ça, donc d'éviter aussi d'accumuler ce qu'on appelle du legacy, quoi. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est de nous permettre d'exploiter pleinement tout le potentiel de cette donnée. Donc voilà, l'objectif, il est vraiment double. Et alors pour ça, on a mis en place une organisation à trois niveaux au niveau de la data. Donc on a effectivement une équipe centrale qui est pilotée par notre CDO et qui, elle, détermine tous les fondamentaux, donc à la fois
je le disais, l'infrastructure, l'architecture, les règles, etc. Qui a aussi avec lui une équipe d'experts, donc très pointue, sur du natural language processing, sur de l'IA, sur voilà, donc vraiment des pôles d'expertise. Et puis ensuite, dans tous les départements, dans toutes les directions d'entreprise, on a ce qu'on appelle des data champions. Donc on en a une vingtaine. Et ces data champions sont chargés d'être tout près des métiers, des besoins de métiers. Et ils ont déjà la technicité pour développer certaines solutions, ou alors d'aller chercher l'expertise auprès de la data centrale. Et ils sont très près des métiers pour bien comprendre les problématiques et développer les bonnes solutions au bon moment. Et puis ensuite, on a un troisième niveau qu'on appelle, nous, les data explorers, et qui, eux, ont une connaissance suffisante pour développer des requêtes ad hoc, et réaliser certaines études en s'appuyant sur la donnée. Et ça, ils sont une centaine dans l'entreprise. Donc là aussi, sur 850, on a une centaine de personnes qui sont capables de faire des requêtes sur BigQuery, sur voilà. Et donc voilà ce socle à 3 niveaux. Tout ça pour, par capillarité, faire en sorte que la data, elle reste très proche des besoins de nos différentes directions et métiers. Ok. Donc, par rapport aux 3 niveaux, donc j'ai noté une centaine de data explorers, une vingtaine de data champions, et ton équipe centrale? Ils sont une vingtaine également. Ils sont une vingtaine. Ouais. Très bien. Il y a un pôle de 6 ou 7 vraiment experts, notamment en matière d'IA et NLP. D'accord. Et puis ensuite, on a des architectes, on a toute une équipe aussi en charge du respect de la réglementation. Ok. Voilà. Et tout ça, ça fait une vingtaine de personnes en centrale, une vingtaine de data champions et une centaine de data explorers. D'accord. J'imagine que ton DPO doit être dans l'équipe centrale pour RGPD. Alors, non, mon DPO, il fait partie de l'équipe risque. Ok. Donc, mais il travaille au quotidien, évidemment, avec la data centrale. Très bien. Du coup, dernière question. Donc, le DPO est indépendant, ce qui lui donne aussi un peu plus de recul. Très bien. Dernière question. Quels sont tes challenges à venir donc pour Nickel, et puis tes challenges en termes de data? Alors, pour Nickel, les défis sont de continuer à croître à un rythme rapide et de ne pas se laisser distancer par les concurrents. Donc, d'abord, c'est vrai qu'on s'internationalise. Donc, le premier défi, c'est de réussir à faire en Europe ce qu'on a réussi à faire en France. Voilà, on a démarré en Espagne il y a 3 ans, au Portugal, en Belgique il y a 2 ans, on a ouvert en Allemagne l'année dernière. Donc, ce sont de grands pays dans lesquels on a de grandes ambitions. Bon, on est qu'au début de l'histoire dans ces pays, mais les débuts sont très prometteurs, on est très contents. Le deuxième défi, c'est de… En fait, quand Nickel a été créé, il y a 10 ans, peut-être que certains avaient lu, parce que ça avait fait pas mal de buzz à l'époque, notamment le jour du lancement, on était passé aux 20h de TF1, donc c'était quand même sympa. Et Nickel a été présenté, et d'ailleurs est encore parfois présenté, de moins en moins quand même, mais comme la banque des interdits bancaires. Et c'est vrai qu'au début, le cœur de cible, c'était un peu ça. C'était les exclus du système bancaire. Alors depuis, on a plus de 4 millions de personnes nous ont rejoints. Ils ne sont pas tous exclus du système bancaire. Et donc, on n'a pas arrêté de repousser les limites de notre cœur de cible, d'une certaine façon. Et donc, on continue à le faire, ça. Et donc, on développe des offres pour de nouvelles cibles de clientèle, les jeunes, les petits professionnels. Voilà. Et puis, progressivement aussi, on commence à élargir un peu notre offre. Je le disais tout à l'heure, on a démocratisé le compte courant. Donc, on voudrait maintenant démocratiser les services financiers. Je vois quand j'ai un client là en face. Je suis ravi. Donc, vous voyez qu'on n'a pas que des exclus du système bancaire. Enfin, je ne crois pas. Après tout, j'en sais rien. Voilà, en tout cas, ravi de te compter parmi nos clients. Et donc, du coup, je disais, on a démocratisé l'accès au compte courant et on est très content d'avoir fait ça. Mais et on a 2 tiers de nos clients qui nous utilisent comme leur compte principal, c'est-à-dire c'est le compte sur lequel ils logent les revenus et ils effectuent leurs dépenses du quotidien. C'est énorme par rapport à toutes les autres banques en ligne ou néobanques qu'on a pu voir surgir. C'est beaucoup. Et donc, nos clients nous considèrent comme leur compte, comme une banque, en fait. C'est vrai qu'on n'est pas tout à fait une banque, tu l'as dit tout à l'heure, on est un établissement de paiement. Et donc, mais pour les clients, ils ne voient pas trop la différence. Et ils attendent de nous ce qu'une banque fournit traditionnellement. Je ne sais pas si c'est moi qui sonne, non, c'est pas moi.
Si, c'est moi. C'est possible. J'ai pas mis un silencieux. C'est rare. Voilà, je suis désolé. Voilà, tac. Voilà. Et donc pour nos clients, on est leur banque et ils attendent de nous aussi qu'on leur offre des produits d'épargne, de crédit, d'assurance. Et ça, c'est un vrai changement d'ADN pour nous. Et on est en train d'essayer de le faire, mais toujours avec les mêmes valeurs de Nickel, c'est-à-dire de rendre ces produits-là le plus accessible possible au plus grand nombre. Et donc, voilà, on a déjà développé une première offre de crédit pour nos clients, qu'on appelle l'offre coup de pouce, qui permet de faire face à un coup dur ou une dépense exceptionnelle. On a développé aussi de l'assurance, notamment une offre d'assurance habitation, et puis que je recommande, vraiment très compétitive. Et puis on va lancer une offre d'épargne au mois de février. Là. Voilà, donc, mais toujours avec ce même ADN de Nickel, c'est-à-dire nous, on n'a pas vocation à offrir toute la palette d'une offre bancaire, mais de faire en sorte que les produits que l'on développe ils soient accessibles, simples, faciles pour tout le monde. Et tes challenges en termes de data? Bah, justement, donc la data, elle doit accompagner tous ces mouvements-là. Elle doit nous permettre d'étoffer un peu nos services et de maintenir cette efficacité opérationnelle. Parce qu'évidemment, plus tu enrichis ton offre, plus tu crées un peu de complexité aussi. Et donc l'un des grands enjeux avec la data, c'est de maintenir cette efficacité opérationnelle. Et je vois émerger avec l'IA notamment des tas de use cases qui doivent nous permettre de continuer à assurer le meilleur service client à un coût maîtrisé, voilà, et avec une grande efficacité en interne. Super, merci beaucoup Thomas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, éventuellement? Non? Bah, écoute. Oui. Est-ce que le grand frère, la BNP Paribas, a beaucoup d'influence sur cette stratégie? Ouais, alors, est-ce que BNP Paribas a beaucoup d'influence sur nous? Alors évidemment, donc on travaille beaucoup avec BNP Paribas, mais on a la chance dans le groupe de bénéficier d'une très forte autonomie. Et c'était un peu le deal d'ailleurs en 2017 quand les fondateurs ont vendu Nickel à BNP Paribas. Le deal, c'était de garder l'ADN de l'entreprise et de lui laisser un maximum d'autonomie pour conserver son agilité, sa capacité à développer des offres rapidement et à entretenir une très forte satisfaction client. Donc nous, on a la chance d'avoir à la fois toute l'expertise de BNP Paribas dans les tas de domaines, notamment en termes de gestion des risques opérationnels, sécurité informatique, et puis tout le socle aussi de data management quand même du groupe, qui nous est très précieux. Et en même temps, de garder une très forte agilité dans les choix techniques que l'on fait, dans les solutions qu'on met en place. Et donc, je dirais qu'on réussit avec BNP Paribas à allier le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois la force d'un grand groupe et l'agilité d'une startup. Et donc ça, c'est extrêmement précieux. Nickel n'aurait jamais connu le succès qu'on connaît aujourd'hui sans le soutien de BNP Paribas. Et en même temps, il est important que BNP Paribas laisse l'autonomie suffisante à un acteur comme nous pour continuer à se mouvoir très rapidement. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on a bien réussi à construire avec le groupe. Et du coup, on apporte aussi au groupe l'expérience d'une startup avec des technologies un peu nouvelles. On sert aussi de lab un peu pour BNP Paribas, notamment sur la donnée. C'est clair que notre CDO, il intervient sans arrêt auprès des autres CDO de BNP Paribas. Enfin, donc on partage beaucoup notre expérience et ce que l'on fait, les outils qu'on utilise avec le groupe. Super. D'autres questions? Sinon, on passe. Oui, vas-y Vincent. Oui, moi je ne travaille pas dans le milieu bancaire et financier, mais mes collègues CEO que j'entends dans ce domaine-là, parce que tout le temps, justement, cette gouvernance pour être stable, conforme à BAL 3, etc. Rendement réglementaire, j'imagine que y répondre aussi, mais justement, en comparaison par rapport à ce que est-ce que vous êtes face à votre agile, en capacité de répondre à cette exigence, avec moins de capacité peut-être?
Oui, ça, je suis convaincu de ça. Alors, pour la petite histoire, on a eu un contrôle de la CNIL il y a 3 ans maintenant et qui s'est super bien déroulé. Alors là, j'étais pas très serein quand la CNIL est venue. Bon, je pense qu'on l'est jamais d'ailleurs, mais euh, quand on a une visite du régulateur. Et donc, la CNIL est venue à regarder un petit peu ce qu'on faisait. En fait, quand on grandit assez vite, il y a un moment où on commence à faire du bruit. On a mis d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a fait toute une campagne de pub en ce moment où on met 4 millions de comptes ouverts. Les voisins commencent à se plaindre. Et donc, quand les voisins se plaignent, il y a aussi la police qui vient, du coup, qui vient regarder un peu ce qu'on fait. Et donc, la CNIL est venue. Et le résultat de leur investigation était très favorable. Donc on était très contents. Ça a d'ailleurs beaucoup rassuré BNP Paribas sur ce qu'on faisait. Mais quand même, enfin, je veux dire, la modernité des outils qu'on utilise, la façon dont on a constitué l'architecture de notre socle data fait que tout est traçable, tout est auditable. On est capable d'historiser aussi la donnée, enfin de l'entretenir correctement, de la purger quand nécessaire, etc. Et ça, je pense que c'est ce qui a beaucoup rassuré la CNIL sur toutes les procédures qu'on avait pu mettre en place. Avec aussi le support du groupe. Le groupe nous avait dit voilà toutes les règles qu'il faut respecter. Enfin, le groupe nous a beaucoup aidé et on a été capable de le décliner assez rapidement et assez efficacement en interne grâce aux outils qu'on utilise, quoi. Donc oui, pour répondre à cette question, je pense que là-dessus, c'est une chance. Après, ça s'entretient tout le temps. C'est beaucoup d'efforts au quotidien, hein. Donc, on a un pôle de 5 personnes d'ailleurs qui s'assure que en permanence, on respecte bien toute la réglementation qui nous est applicable. Et c'est un travail continu, hein. Enfin, moi-même, je participe à un comité trimestriel là-dessus. Voilà. Il y a une question en ligne. Alors oui, il y a une question en ligne. Quels sont les principaux cas d'usage à venir autour des données? Les principaux cas d'usage, je dirais, je pense qu'on a on a déjà pas mal exploré ce qu'on pouvait faire. On n'est qu'au début, donc on a encore beaucoup de gains à faire. C'est-à-dire, par exemple, sur l'analyse d'alerte antifraude, je disais, on n'est qu'au début. Je pense qu'on a encore beaucoup à gagner en termes d'efficacité et puis on modernise en permanence. Est-ce qu'il y a des nouveaux cas d'usage qu'on n'aurait pas vus du tout? Je dirais que ça va se situer plutôt au niveau du service client, au niveau de l'expérience client. Euh, Aujourd'hui, on a créé un bot conversationnel, par exemple. Mais j'ai l'impression que avec la donnée et l'IA générative, on va pouvoir renforcer notre capacité à dialoguer avec les clients de plus en plus efficacement, tout en maîtrisant les coûts chez nous. Et je pense que c'est plutôt là que je verrai les grands défis de demain. Vraiment sur comment on orchestre toutes les conversations avec nos clients pour apporter toujours la meilleure réponse, la plus efficacement pour nous. Voilà. Aujourd'hui, on a plutôt créé un conseiller augmenté, mais probablement qu'il y a des canaux qui permettront d'apporter directement la réponse au client sans intervention manuelle. C'est peut-être le prochain défi. Voilà. Super. Merci beaucoup, Thomas. Merci. On va passer à la séquence suivante. Alors, on va passer au trophée de l'innovation en data management. Tout d'abord, on va vous remontrer donc, les règles. Donc, l'idée de ces trophées, c'est la première fois que nous l'organisons à l'occasion de ces 10 ans de Dama France, c'est de récompenser les meilleures pratiques, voilà, en gouvernance de la donnée. On a défini un jury indépendant constitué de 3 personnes qui ne travaillent pas forcément dans les entreprises candidates, donc à savoir Thomas Courtois de Nickel, Vincent Cadoré d'Europecar et puis Isabelle Vatio côté ESSEC. Donc, le jury va définir les 3 trophées. Donc, trophée or pour la première place, argent pour la seconde et bronze pour la troisième. Et il y a un 4e trophée qui est le trophée coup de cœur du public. C'est-à-dire, c'est vous
qui voter. Donc, on va vous afficher tout à l'heure un QR code. Donc, en salle et à distance, vous allez pouvoir voter. Très bien. Et je rappelle quelques critères concernant ce concours, ces trophées. Donc, les sujets qui sont présentés, c'est forcément une application du data management au sein de l'entreprise, soit une démarche, une bonne pratique, un mode opératoire, un processus. La maturité du projet doit être au moins d'1 an. Voilà. Et les critères qui sont hors périmètre des trophées, donc comme il ne s'agit pas de la promotion d'un outil, donc ça ne sera pas le déploiement d'un outil de data catalogue ou un outil de data quality. Voilà. De même, il ne s'agit pas de la promotion d'un cabinet de conseil non plus, de SN, donc ça ne sera pas une mission d'accompagnement d'une entreprise sur sa data stratégie. Voilà. Voilà donc quelques rappels sur les règles. À présent, je vous remontre donc notre jury et puis on va commencer les pitchs. Donc il y a eu un tirage au sort pour l'ordre de passage. Donc le premier à passer, la première entreprise, donc c'est Covea. Alors, c'est vous qui êtes à la manœuvre pour les slides. Ça va aller? On vous fait signe, c'est ça? En fait, c'était pas parce que comme c'était un tirage au sort, désolé, je spoil. Ah, voilà. OK. Alors, je crois, Élise, qu'on a 10 minutes, hein, c'est ça, par équipe? Donc, allez, je vais mettre le chronomètre parce que c'est sérieux, ça rigole pas. Ça rigole jamais, la data. Hein. C'est bon? Ça marche, ça zapette? Allez, on démarre. Je suis Stéphane Rago, data manager au sein du groupe Covea. Et ce soir, on est venu à 2. Et Laurence Dipetit, data manager, toujours au sein du groupe Covea. OK. Merci. Alors, on voulait surtout vous remercier déjà pour avoir sélectionné notre candidature. On est ravis de défendre les couleurs de Covea ce soir. J'ai dû avancer sur la zapette. C'est sensible. C'est à droite, c'est ça? Ah, OK, d'accord. On va remonter un tout petit peu. Voilà, OK. Merci. Alors, avant de démarrer, il y a de l'écho, merci. Avant de démarrer, on voulait juste faire un petit clin d'œil avec les courses au large, faire un petit parallèle avec la course au large. En ce moment, cette saison, Vendée Globe, on est en plein Vendée Globe. Et même si ces skippers qui traversent la planète au bord de leur voilier sont soi-disant des solitaires, ils ont une vraie équipe à terre qui les accompagne, qui les aide à prendre les bonnes décisions, à choisir les bonnes trajectoires pour arriver les premiers en France. Et on s'est dit que le data management, quelquefois, déployer une démarche data, ça peut être un exercice solitaire, mais ça marche rarement. On est obligé de s'appuyer sur un collectif et c'est un vrai sport collectif. Donc, on trouvait que le clin d'œil était sympa avec la saison, se dire qu'on est un peu les skippers du data management ce soir chez Covea. Donc, on espère vous convaincre et vous emmener sur notre bateau. Alors, qui sommes-nous? Covea, on est une société de groupement d'assureurs mutualistes, plus connue sous nos 3 marques commerciales que vous avez à l'écran, MAF, GMF et MMA. On est un peu plus de 20 000 salariés dans le groupe, d'accord, et on assure un peu plus de 11 millions d'assurés, d'accord, que ce soit sur des contrats auto, habitation. Je suis désolé Thomas, on fait aussi de l'assurance habitation, c'est notre cœur de métier, nous, habitation, vie, prévoyance, etc. Et bien évidemment, le data management, ça nous sert d'abord à gérer, parce qu'on a un patrimoine de données conséquent. Le data management, c'est d'abord un outil essentiel pour gérer le cycle de vie de la donnée, depuis sa collecte, par son utilisation, voire sa valorisation, jusqu'à l'effacement de ces données dans le système d'information. Mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Si on veut être accosté à nos marques, il faut aussi qu'on soit proche de leurs ambitions. Et une des ambitions des marques, c'est comment vous nous accompagnez pour être plus efficace commercialement, comment la data peut nous servir à développer le business. Ça, c'est un vrai enjeu chez nous. Comment vous nous aidez pour être plus efficace techniquement, donc comment la data peut servir à améliorer notre ratio combiné chez les assureurs, c'est le gros deal, notre ratio S sur P. Et puis, comment vous nous accompagnez au quotidien pour être plus efficace opérationnellement. Thomas l'a évoqué, comment on peut fluidifier les processus, améliorer des procédures, gagner du temps dans l'expertise, l'analyse de certains documents. Donc, le data management, c'est vraiment tout ça. Et donc, au sein de Covea, la volonté, c'est vraiment d'harmoniser toutes ces pratiques et vraiment d'être au service de nos ambitions, des ambitions de nos marques. D'accord? Voilà pour l'introduction. Je vais laisser Laurence maintenant détailler un petit peu plus notre méthodologie. J'avance avec la zapette. Donc, ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est le data management by design, donc, qui s'appuie sur 3 piliers. Une forte connaissance du panorama data au sein de notre groupe, une méthodologie adaptée et pratique,
et le changement au service de la transformation. Donc, ce sont nos 3 piliers principaux. Et puis, nous avons un quatrième pilier qui est plutôt un motto, c'est de mettre au service l'humain au service, comment dire, au centre de notre offre de service, hein, puisqu'en fait, ça n'est pas juste une méthodologie, c'est aussi accompagner nos collaborateurs, nos chefs de projet sur cette méthodologie data management by design. Donc, notre premier pilier, c'est la connaissance du panorama data au sein de notre groupe. Donc, nous travaillons la feuille de route data au plus tôt d'une année sur l'autre. Et cette feuille de route va nous servir de vigie, va nous éclairer sur les ambitions de nos métiers, vers où ils veulent aller. Et puis surtout, ça nous permet de calibrer les efforts que nous allons faire avec eux pour les accompagner. Donc, excusez-moi. Donc, cette feuille de route est vraiment essentielle. Elle nous permet au plus tôt d'identifier et de calibrer financièrement et aussi en termes de ressources les efforts à faire, tout simplement parce que nous sommes comment dire, peu nombreux et il faut accompagner un certain nombre de projets. Nous nous appuyons aussi sur un réseau au sein de l'entreprise pour identifier les projets à forte valeur data et à teneur data. Certains projets sont vraiment des projets data purs. Et donc, ce réseau, ce sont non seulement nos partenaires dans les instances projets du groupe, mais aussi notre réseau de data managers et de notre data office group. Diminuer la charge de documentation, c'est aussi prendre les sujets au plus tôt. Et donc, nous formons des binômes de data manager et donc data manager leader et de data owner pour qualifier au plus tôt les sujets et faire ressortir les éléments de data management qui seront à traiter dès le démarrage, donc au moment de la conception. Et puis, bien évidemment, ce qui nous anime, c'est la qualité des données. Plus tôt on prend en main cet aspect-là, dans la génération des données que nous allons avoir, de nouvelles données ou de données que nous allons réutiliser. Et nous posons déjà les premiers éléments de métrique, de métrologie, pour savoir comment on va les manager par la suite. Et donc, avoir cette vision du processus au plus tôt. Pour comment dire, assurer cette qualité de données dès la conception. Donc, le deuxième pilier, c'est la méthodologie qui s'appuie sur un certain nombre de livrables que nous avons créés, qui sont pour nous essentiels. Un ABAC d'estimation de charge, ça nous permet de savoir quel effort nous allons mettre en œuvre. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, financièrement, mais aussi en termes de capacité à faire de nos data managers et puis surtout de pouvoir mobiliser les compétences au bon moment sur les bons sujets. Deuxième livrable, donc une sorte de grosse boîte à outils, à la fois méthodologique, mais aussi des outils pratico-pratiques. Donc, on a parlé de la BAC, c'est quelque chose assez simple à utiliser, mais aussi des kits qualité, des processus, des modes opératoires qui permettent, quel que soit son niveau d'expertise, d'appréhender les sujets de data management, que ce soit de la documentation, l'accès à la donnée, la gestion de la sécurité, de la réglementation, des éléments de réglementaire pour appréhender les sujets assez rapidement. Et puis, c'est un peu évolutif puisque qu'on soit novice ou expert, on va trouver le bon outil adapté à ce que l'on a à faire. Et puis, dernier point, nous sommes dans un environnement très réglementé, hein, en tant qu'assureur,
Nous sommes soumis au RGPD, comme on l'a dit, comme tout le monde. Nous gérons beaucoup de données à caractère personnel et donc nous sommes extrêmement sensibles à ce type de choses. Nous avons mis au point un mode d'étiquetage de nos données qui nous permet de cartographier nos données à caractère personnel, sensibles et à risque dans tous nos silos de données. Nous nous appuyons sur une chaîne d'orchestration et un moteur de règles que nous agrémentons d'analyse sémantique qui nous permet de vraiment regarder ce qu'il y a dans nos systèmes et de qualifier correctement la donnée de sa création ou en termes de remédiation lorsqu'on fait un retour arrière en rétro-étiquetage. Merci Laurence. Vous pouvez avancer un tout petit peu, qu'on voit, voilà. Encore une fois, merci. Troisième et dernier pilier, c'est à moi de reprendre la main, c'est la conduite du changement et l'accompagner le changement pour mettre en œuvre toute la méthodologie et livrable que Laurence évoquait. Il y a une ambition, développer le réflexe data chez Covea, et pour faire cela, on a plusieurs leviers qui sont actionnables. Le premier, c'est la formation. Donc chez Covea, on a fait le choix d'internaliser nos formations et de les créer. Elles sont vraiment à l'image du groupe. Donc on a 3 niveaux de formation qui sont graduels, de l'acculturation à la sémantique du vocabulaire de la data jusqu'à une formation en salle sur les principes et la mise en pratique de data management. Typiquement, on déroule les livrables sur des cas d'usage métier que Laurence vient d'évoquer. C'est vraiment le premier levier qu'on actionne. Le deuxième levier qu'on actionne, c'est vraiment créer de l'émulation entre les équipes et les acteurs data, les data owners, les data architectes, les data managers, j'en passe, à travers la mise en place de data challenge. On récupère des cas d'usage auprès des métiers et on les soumet à des équipes sous forme de data challenge, type hackathon, et on essaie de trouver dans 24-48 heures une réponse qu'on propose au métier. Ils l'adoptent ou ils ne l'adoptent pas, mais ça crée de l'émulation dans les équipes. Troisième et dernier levier, je crois qu'on approche de la fin, troisième et dernier levier, c'est une journée événement autour de la data. Donc, cette journée événement, elle se découpe en 2 temps forts. Je vais aller très vite. Un temps fort le matin où on s'ouvre sur l'extérieur. Et là-dessus, on s'appuie sur le club CDO Dama France parce qu'on a créé des relations avec nos pairs et des entreprises comme BPCE, Suez, Thomas. Courtois est venu aussi, est intervenu. J'en oublie, donc je suis désolé, peuvent venir nous apporter un regard extérieur. On a aussi notre cher ESSEC et l'ESSEC Business School qui nous apportent une vision universitaire ou académique du sujet. Et puis enfin, à travers la chaire également, les sociétés de conseil comme Devoteam qui nous apportent une vision prospective sur le domaine de data management. Et ça, c'est vraiment le temps fort du matin pour notre écosystème data. Et puis l'après-midi, on a aussi une cérémonie des trophées. On valorise les réalisations data dans les équipes. Et ça, c'est super intéressant parce que ça met en avant le travail réalisé. Et c'est toujours super intéressant de mettre en avant les équipes. En quelques chiffres, il faut piloter tout ça. Donc, on a fait le choix de piloter ça sous forme de quelques KPI. Je ne vais pas tous les illustrer ici. J'en mettrai 3 en évident. Laurence l'a dit, accompagner au plus tôt. 100% de nos programmes stratégiques ou prioritaires passent dans le filtre data management. Porter une démarche data, c'est être agile et autonome, proposer un kit de ressources qui soit proportionné à l'effort qu'on doit faire dans le projet au niveau de data management. Donc, on a une 50aine de ressources dans notre boîte à outils qui permettent de faire cela. Et puis enfin, c'est former, je viens de l'évoquer. En 3 ans, on a formé 2000 collaborateurs à différents niveaux de formation, mais ils sont passés entre nos mains pour s'acculturer, se former à la data. Voilà. J'ai encore un slide, je crois, je vais aller très vite. Juste avant de venir, on a posé la question à notre data office, c'est quoi pour vous le data management? Je vous laisse découvrir les quelques mots. On les a, pour certains, évoqués lors de cette présentation. Donc, ce qui nous dit qu'on est un peu dans le vrai et qu'on a tout intérêt à continuer comme cela. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie. Nous sommes ce soir les skippers ou les speakers du groupe Covea. Et nous aussi, on avait une équipe à terre. Je vous laisse découvrir leurs noms qui nous ont accompagnés pour préparer ce discours. Merci de votre attention. Alors, nous allons passer à la deuxième entreprise, donc c'est OVH, donc qui est à distance. Vous m'entendez? Bonjour. Est-ce que... Ah. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, on entend. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous présenter le projet GDPR détection. Donc chez OVH, on a une équipe, donc au niveau data, on a une équipe centralisée qui représente environ 40 personnes. Et puis, on a aussi des équipes au plus proche de nos CXO, de nos métiers.
Et puis, donc, on voulait depuis longtemps mettre en place ce genre de choses, et l'arrivée d'un nouveau CLO nous a permis de le faire. Alors, je ne trouve pas comment faire avancer la slide, pardon. Ok. Alors, pourquoi ce projet? Donc, le nouveau CLO, le nouveau CLO, en fait, souhaitait mettre en place un outil automatique pour détecter toutes les données GDPR, que ce soit les données personnelles ou les données sensibles. On est présent au niveau mondial. Donc, dans notre cas, ce n'est pas que la GDPR, la loi GDPR qui nous impacte. On a notamment la loi 25 au Québec. On en a d'autres qui vont arriver en Inde. Et donc, toutes ces lois, en fait, nécessitent au niveau central d'être capable de référencer l'intégralité de toutes nos bases et de toutes nos tables qui ont des données personnelles. Et bien sûr, au niveau légal, Aurélie souhaitait garantir l'exhaustivité de cette déclaration. Aujourd'hui, on a des déclarations, on a des process en place, bien évidemment, pour la GDPR. Donc, on a des outils qui permettent de supprimer les données quand les clients le demandent. Mais ces outils, en fait, ont été mis en place pour les données dont on a connaissance. On a un environnement qui est très décentralisé chez OVH. Donc, en fait, on a des équipes, il y a des données, que ce soit au niveau analytique, au niveau opérationnel. On a beaucoup de choses qui sont gérées chez CIO, mais on a aussi des choses qui sont gérées par les équipes produits, par les équipes industrie et parfois même au niveau analytique par les équipes métiers. On a également, en fait, alors on a aussi, on a centralisé beaucoup de services, donc notamment les services, on a un service interne de management de base de données qui est très utilisé parce qu'évidemment, c'est moins coûteux pour les équipes de l'utiliser. Donc, chaque fois que c'est possible, ils l'utilisent, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, ça veut dire qu'on a aussi d'autres bases qui sont un peu partout. Et donc, les équipes légales font des audits techniques et ça leur prend beaucoup de temps parce qu'elles n'ont pas accès, ce sont bien évidemment des équipes métiers, donc elles n'ont pas accès à nos sources techniques et donc elles doivent trouver qui est l'honneur technique, qui leur demander l'accès, la définition des modèles, etc. Pour des raisons techniques également, la complexité de mise en place, nous n'avons pas accès direct à ces bases de données qui sont ultra sécurisées. Donc, c'est facile de faire une description de base, sauf qu'on ne peut pas le faire. Et donc, ça a rajouté une petite couche technique de complexité. Également, le nouveau CLO souhaitait rétrodocumenter, enfin, appliquer en fait cette automatisation au data lake Hadoop. Et puis, si possible, à nos outils data et voir quelles étaient les données personnelles utilisées dans les outils. Donc, les enjeux pour nous, c'était d'exposer toutes les données techniques, en tout cas pour les principales sources de données utilisées, parce qu'évidemment, il y a encore beaucoup à faire. Lister toutes les bases de données managées, dans notre cas, ce sont des bases de données MySQL et Postgre. Alors, pour vous donner une idée, ça représente MySQL, ça représente 12 000 objets, Postgre environ 9 000. On avait également des sources de données techniques qui disposaient des informations très utiles pour le légal, à savoir les honneurs techniques des bases, parfois le honneur business, et bien évidemment tout le modèle technique, mais également les déclaratifs, les bases qui étaient déclarées comme ayant des données GDPR ou des impacts sur le site de production. Et donc, l'objectif, c'était de taguer, de rendre facilement accessible cette information pour les équipes légales, à la fois qui avait déclaré, mais également pour qui on supposait qu'il y avait des données GDPR qui n'étaient pas déclarées, et accès également au modèle pour que ce soit beaucoup plus rapide pour eux d'accéder de faire leurs audits. Si quelqu'un peut passer à la slide suivante. Alors, la solution, nous, on s'est basé sur un outil open source, donc on ne souhaitait pas déployer d'outils du marché, parce que l'expérience précédente avait prouvé que ce n'était pas forcément une bonne idée dans notre cas. En revanche, on souhaitait un outil à la fois nous permettant de faire du data lineage automatique, mais aussi
d'avoir des possibilités d'avoir un peu de data gouvernance, notamment de déclaration on voulait exposer toutes les définitions des données, des business glossaires des données GDPR. Donc sur cet outil, on l'a déployé nous-mêmes. Donc il y avait un enjeu aussi de transformation de l'équipe Data Office pour passer d'un utilisateur d'outils à une équipe qui allait maîtriser ces plateformes data et proposer des nouveaux services et proposer des évolutions technologiques pour apporter de nouveaux services aux utilisateurs. On a centralisé toutes les informations, que ce soit en provenance des bases techniques. Alors pour ça, on a dû les recréer. Donc en fait, on s'est basé sur les dumps SQL des bases. On a développé un moteur en fait pour les recréer au niveau du data lake, enfin au plus près de notre outil. Et ensuite, on a développé une analyse syntaxique. On n'avait pas le droit d'accéder au contenu des tables. Par contre, on a pu développer une analyse basée sur les noms de colonnes qui nous a permis de détecter de nombreuses données. Et ensuite, on a ajouté à ces informations toutes les informations techniques qui étaient stockées sur un serveur Bitbucket, donc très technique, mais qui nous a permis d'avoir les services owners des bases et les owners techniques renseignés, que ce soit en termes d'équipe ou parfois même de personnes, des noms de contacts. Donc ça, c'était pour les bases opérationnelles. Ça représente environ 850 bases de données et 20 000 objets à peu près. Et puis après, pour la partie, donc on s'est basé sur Dremio, qui est un outil du marché. Donc on a développé notre propre connecteur pour rétrodocumenter toutes les queries Dremio et également tout le lineage entre eux, donc qui utilisait quelle query. Et on s'est basé dessus pour pouvoir rétrodocumenter tout le data lake. Alors, pourquoi on est passé par Dremio? Pour des raisons de complexité technique et de sécurité. Par exemple, pour Hive, on a essayé de passer par les connecteurs standards, mais c'était une catastrophe au niveau performance, donc ça ne marchait pas du tout. Et pour Hadoop, on n'avait juste pas le droit d'y accéder en direct. Donc, passer par Dremio, c'était un truc qui nous a permis de documenter à peu près 60 000 objets Hive et je ne sais plus combien, je crois 4 000, enfin beaucoup au niveau HDFS. Et puis bien sûr, on a pu facilement rétrodocumenter tous les dashboards avec le connecteur standard Tableau, mais aussi ça nous a permis de découvrir des bases dont on n'avait pas la connaissance, qui avaient été déployées sous Tableau par divers projets. Voilà. Donc maintenant, dans cet outil, on a pu mettre donc la définition, en fait, on a pu partager le glossaire business, la définition du glossaire métier GDPR, ce qui nous a permis aussi de comprendre, grâce à ça, qu'il y avait une mauvaise compréhension de certaines données GDPR, et donc après de faire de la formation. On s'est également appuyé sur notre chat GPT interne, qui s'appelle Jean-Claude, pour nous aider à écrire techniquement les règles. Ça nous a permis d'accélérer l'écriture des règles. Donc la solution, une petite synthèse, donc on s'est basé sur un open source. En l'occurrence, DataHub est un open source développé à l'origine par LinkedIn qui a été offert à la communauté. On l'a déployé nous-mêmes, donc sur nos offres publiques. On a fait évoluer une de nos offres publiques, notamment les clusters OpenSearch. Donc on l'a fait évoluer pour nos propres besoins. On a utilisé ensuite des connecteurs standards et on a développé d'autres connecteurs. Pour la partie documentation du data lake, donc il n'y avait pas de connecteur interne. Les performances étaient complexes au niveau de Hive. Pour vous donner une idée, pour documenter 2 schémas, ça m'avait pris 14 heures. Donc c'était vraiment très très long. On a pu documenter toutes les sources de données Hive au niveau colonne. Donc, ce qui nous a permis de faire la détection des données, de toutes les données GDPR. On a également documenté les fichiers HDF, qui étaient présents sur HDFS et on a pu documenter tout le détail de toutes les données utiles, donc qui étaient exposées et utilisées par les métiers. Au niveau de Dremio, la complexité technique, c'est qu'il n'y avait pas de connecteur, donc on l'a développé. Et on a mis en place,
développer le connecteur de façon à en bénéficier également pour la partie gouvernance, la partie analytique, parce qu'évidemment, au-delà du GDPR, on était très intéressé d'avoir le lineage et de savoir qui utilise quoi. Et donc, on a tagué toutes les requêtes Dremio qui utilisaient des données GDPR. Et enfin, pour la partie critical database, donc les données de prod, donc on n'avait pas un accès direct. Donc on a dû recréer les bases. On a recréé et ensuite on a appliqué un moteur de règles qui nous a permis de détecter les données sensibles, les données d'innovation, les données d'identification. Et ensuite, donc dans un premier temps, on les a tagués et ensuite on a associé automatiquement les glossaires business. Et puis évidemment, il y a une interface, donc ce qui permet, par exemple, si ils veulent faire un audit et savoir si telle équipe a exposé, par exemple, la donnée email, eh bien, ils peuvent aller dans ce niveau de détail, savoir précisément quelle base et donc qui utilise telle ou telle donnée. Voilà. Bien. Merci beaucoup Magali. J'ai rajouté à chaque fois quelques minutes supplémentaires, forcément donc à l'entreprise suivante. Je propose maintenant à Sodexo. Bon, bah déjà, bonjour à tous. Jean Miguel, ravi d'être en face de vous aujourd'hui. Et merci d'avoir sélectionné notre candidature. Donc, pour commencer, peut-être quelques chiffres pour présenter l'entreprise. Merci beaucoup. Je pense que vous avez déjà tous, de près ou de loin, entendu parler de Sodexo pour la restauration collective et l'entretien de site. Ce qui transparaît ici très clairement, c'est que c'est réellement une entreprise qui est internationale. On a un peu plus de 400 000 collaborateurs. Chaque jour, on fait à manger pour 80 millions de personnes. On est actif sur 35 000 sites, à peu près autant que McDo. Donc, du coup, on a une société qui est vraiment internationale avec, en corollaire de ça, un business model qui est extrêmement décentralisé et qui est un secteur qui est également extrêmement compétitif. Donc, typiquement, pour rester justement dans la course, on a initié il y a à peu près 1 an et demi un gros programme de transformation avec une très forte composante data, avec pour ambition justement de faire tout le groupe une entreprise qui est data-centrique et qui est axée sur 3 grands piliers. Le premier, c'est de disposer d'un langage commun pour l'ensemble du groupe. Lorsque je parle d'un client, lorsque je parle d'un centre de coût, lorsque je parle d'un numéro de commande, s'assurer que pas juste le terme en tant que tel est défini, mais que tout le modèle de données derrière est bien endorsé à l'échelle de l'organisation. Il y a un autre aspect qui est de gérer la donnée as a product. Et le dernier qui est d'avoir une stratégie de partage qui est API First. Maintenant, donc, du coup, pour mettre tout cela en place, il y a besoin effectivement de mettre en place une organisation data qui permette d'adresser ces challenges. Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est d'identifier quelles étaient les données qui étaient vraiment importantes pour nous, vraiment stratégiques. Donc, pour ça, on est parti de nos besoins stratégiques. On a mappé quelles étaient les données, les poches de données qui étaient concernées. On a identifié des responsables pour ces données, alors que ce soit par typologie de données au niveau global, mais également des relais locaux qui sont en mesure justement de pouvoir prendre les bonnes pratiques de data management et les appliquer localement à travers le groupe. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est justement de structurer ces activités de data management. En parallèle de ça, on a fait un état des lieux de où est-ce qu'on en est à date. Alors bon, on n'a pas attendu ce programme pour avoir déjà commencé à travailler sur la donnée. Donc, on a certains secteurs de l'entreprise, notamment sur la partie achat, gestion de suppliers, qui est déjà relativement mature. Mais on a un certain nombre d'autres poches de données. Là, la liste n'est clairement pas exhaustive. Vous n'en avez que quelques-uns. On est encore au début de l'histoire. Maintenant, si je rentre un peu plus dans le détail de l'organisation en tant que telle qui a été mise en place, c'est une organisation qui est organisée sur 2 niveaux. Le premier, comme je commençais à l'évoquer, on a au total une douzaine de typologies de données gérées à travers l'entreprise. On a identifié pour chacune d'elles un responsable data, ce qu'on appelle dans le langage Sodexo un data governor, qui est en charge d'administrer ce pôle de données, que ce soit par définir les bonnes pratiques de data management et également de supporter les projets stratégiques transversaux à travers l'entreprise qui sont attenants à ces données-là.
Et on a également défini des relais locaux, ce qu'on appelle les data governors, mais en région, la même chose, mais en région, qui, eux, vont être en charge, alors, effectivement, d'administrer localement les data owners. On a énormément de sources de données qui se trouvent localement, comme je mettais sur la première salle d'un peu plus de 1800, c'est beaucoup. Et également de s'assurer que les besoins locaux soient également administrés. Tout ça, effectivement, va être supporté par une activité de data stewardship et effectivement, notamment en région, par une communauté de data owners. Les activités de l'ensemble de cette communauté sont axées autour de 4 grandes activités. Première, et ça va faire écho directement au programme data dont je vous parlais en introduction, on a la définition d'un langage commun. Encore une fois, hein, s'assurer qu'on a un modèle d'entreprise commun qui structure l'ensemble des informations clés pour le groupe. Le deuxième, c'est définir et mettre en place les politiques de données, que ce soit pour la protection des données, que ce soit pour la sécurisation, que ce soit aussi pour les bonnes pratiques de data management. Le troisième volet, et je reviendrai dessus un peu plus tard, c'est sur la qualité des données. Sodexo n'est pas une entreprise qui est digital native, même s'il y a déjà beaucoup de travail qui a été investi en ce sens-là. Et très clairement, le constat aujourd'hui, c'est qu'on a une réelle problématique sur la qualité des données et que justement, on souhaite adresser via cette organisation-là. Et le dernier aspect, bien sûr, c'est qu'il est attendu par l'ensemble de ces organisations qu'on délivre de la valeur auprès des métiers, que ce soit pour répondre aux besoins stratégiques qu'on peut avoir à travers l'ensemble du groupe, mais également localement sur les besoins qui peuvent se poser. En termes d'avancement global, alors on a commencé, c'est pour ça que là je vous fais un focus plutôt sur la partie, la dimension domaine. On a commencé par l'identification des responsables data au niveau des domaines, et là on vient de la finir au niveau des régions. Alors on a déjà un domaine, je commençais à l'évoquer précédemment au niveau notamment des achats, qui est déjà très mature, qui est autonome. On en a 4 autres qui correspondent justement à ce que j'évoquais juste avant aux poches de données qui sont réellement stratégiques pour nous et sur lesquels justement au niveau du data office, on a une attention toute particulière pour les faire monter en compétences. Et les autres domaines, bon, je vous rassure, ils ne sont pas en train de se tourner les pouces, mais sur lesquels effectivement l'attention portée est moindre et qui bénéficient quand même de l'ensemble du travail de structuration qui est fait avec les domaines plus matures ou sur lesquels il y a plus d'attentes. Pour mettre cette organisation sous tension, on a défini un certain nombre de métriques liées à la maturité data et à ça opérationnel. Vous en conviendrez. Le premier, c'est de s'assurer que, je parlais d'un modèle d'entreprise, mais de s'assurer que justement ce modèle d'entreprise soit bien défini pour les différentes poches de données qu'on identifie comme stratégiques pour nous et qu'associé à ça, tenant à ça, on a bien des responsables data qui sont actifs et opérationnels. Deuxième, ça va être par rapport au niveau de la maturité de nos sources. Est-ce que les sources, notamment celles qui sont prioritaires pour nous, sont au bon niveau de maturité? Et le troisième, c'est lorsque les données sont intégrées sur la plateforme data du groupe, qu'elles soient au bon niveau de maturité, à savoir correctement structurées, correctement mises en qualité, que l'ensemble des capacités pour les partager, pour les sécuriser soient également en place. Donc, c'est des métriques qui sont, donc là, avec un exemple qui vous est donné sur des données de points de vente, ce qu'on appelle en anglais les POS, qui sont très stratégiques pour nous, puisque ça nous permet de suivre le fonctionnement des différents sites qu'on opère et la consommation des personnes qui viennent manger sur nos sites, avec depuis le moment où justement le modèle est défini, les différentes sources qui sont identifiées à travers le monde, leur ingestion via API sur la plateforme et leur partage pour différents cas d'usage analytiques ou transactionnels qu'on peut avoir. Tout ça, effectivement, est sous la responsabilité des responsables data que j'évoquais un peu plus tôt. Si on passe sur la slide suivante, donc là, vous avez le détail. Je ne vais pas vous rentrer forcément dans le détail de chacun des métriques, mais effectivement, donc, chacun de ces métriques-là permet de suivre les différents niveaux de maturité. Un point d'attention, c'est que notamment en termes de qualité, j'ai vu qu'effectivement, c'était une des problématiques clés adressées au sein du groupe DAMA. On a un focus tout particulier qui est mené sur le niveau de qualité au niveau des sources. Comme je l'évoquais, on est conscient qu'on a un gros travail à faire là-dessus. Et ces métriques-là, en particulier ce sous-score-là, est suivi chaque trimestre par notre COMEX. On a le mode de fonctionnement de Sodexo, les années Sodexo commencent en septembre, finissent en août. Là, on est à la fin d'un premier trimestre d'exercice qui était la semaine dernière. Ces chiffres-là, justement, étaient remontés et revus en COMEX.
Chacun de ces métriques-là, et donc là, vous avez un exemple d'ailleurs de map qui a présenté, ça doit être celui du dernier quarter d'ailleurs, qui a été fait sur le sous-score de la qualité, sur lequel vous pouvez avoir, alors plus on va sur des tons rouges, plus la qualité est à un niveau faible, vers les tons verts, tons favorables, et en gris, le responsable de data ne disposait pas encore des bonnes parties prenantes pour pouvoir faire l'assessment. Donc là, on a un taux de couverture aujourd'hui qui est de 70%, et l'objectif est, dès le quarter prochain, de pouvoir être à 100% de couverture. L'objectif, effectivement, également, est que ces métriques-là soient déclinées, comme je vous disais, pour chacune de ces poches-là et par région. Pour vraiment, encore une fois, avoir, que ce soit d'un point de vue domaine, avoir la vision globale de qu'est-ce qui se passe pour chacune des poches de données, mais également localement, la possibilité pour chaque pays de pouvoir zoomer et identifier précisément ce qui se passe. Et donc, l'intérêt de tous ces KPI est de pouvoir monitorer dans le temps, excusez-moi, l'évolution justement de ces métriques-là, et notamment grâce au suivi au niveau COMEX, identifier très rapidement lorsqu'on a un point de blocage par rapport aux cibles qu'on a pu identifier pour pouvoir les traiter au mieux. Si je vous montre concrètement à quoi ça ressemble, là vous avez le mapping du patrimoine data Sodexo avec les différentes responsabilités qui vous ont été mises. Que ce soit donc par poche de données, et sur la slide suivante, vous avez la même chose au niveau des régions. Donc aujourd'hui, on a des responsables. Donc c'est un programme qui a été lancé il y a 1 an et demi, à peu près 1 an vraiment opérationnellement. Et là, comme vous pouvez le voir, on a une couverture maintenant qui est complète, soit avec des personnes qui sont full-time dédiées à ces sujets-là, soit des personnes acting as, mais qui sont en mesure justement d'initier les travaux, au moins les travaux fondationnels justement sur leur périmètre, pour que ce soit sur la dimension par typologie de données ou localement. Voilà. C'est la slide qui conclut ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. À présent, c'est le temps des délibérations par le jury. Donc, vous avez 15 minutes et puis vous pouvez donc scanner le QR code pour le vote, donc prix coup de cœur du public. Je te laisse. Et à distance, bien entendu, vous pouvez également voter.
Alors, votre attention, on va bientôt clore les votes. Tout le monde n'a pas voté. Donc, il y a 2 entreprises qui sont au coude à coude. Voilà. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore voté, de voter. Et à distance, je ne sais pas si vous m'entendez. J'espère que vous avez eu le temps de voter également. Le jury est de retour. Alors, votre attention, s'il vous plaît. Le suspense est au comble. Très bien. Alors, on va d'abord commencer par les 3 trophées décernés par le jury. On va commencer par le trophée en or, la première place. Thomas. Alors, pour le trophée or, donc on ne va pas ménager le suspense plus longtemps. On a décidé de l'attribuer à Covea. Bravo, Covea. Bravo à vous deux. Je vais quand même rapidement dire un petit mot parce qu'en fait, on a beaucoup hésité dans le jury. Donc, on a longuement débattu sur les qualités des différentes présentations. Qu'est-ce qui fait qu'on a décidé d'attribuer ce prix à Covea? C'est d'abord la maturité qui se dégage sur le data management au sein de l'entreprise. Et puis l'effort que vous avez fait aussi pour essayer de diffuser cette culture dans toute l'entreprise. Enfin, voilà, on était impressionnés par les chiffres, plus de 2000 personnes formées, etc. Et donc, où on voit en fait la valeur. On a vu que dans votre présentation, il y avait l'effort mis sur la valeur apportée au niveau de l'ensemble de l'entreprise. Donc, voilà, donc c'est la raison qui nous a fait choisir Covea. Donc, voilà, bravo à vous. Alors, du coup… Donc, Stéphane Laurence. Voilà. Ah, avec une petite photo, quand même. Vous voulez dire quelque chose? Par la photo, je sais pas.
Que dire? C'est un grand moment de solitude. Alors, on est sur notre bateau, là. C'était une course difficile. Et on remercie nos parents, nos familles. Non, surtout, c'est un travail d'équipe, comme on l'a dit. Hein, c'est un collectif. Quelquefois, on a l'impression d'être en solitaire, hein, de faire... de ramer quelque part, mais c'est surtout un sport collectif et quand on arrive à embarquer comment dire, nos collègues dans cette galère au sens bateau, ben c'est une grande joie. Bravo. Merci beaucoup. Alors, Merci. à présent, le Oui, trophée alors, argent pour la deuxième le place. trophée d'argent, et comme le disait Thomas, on a vraiment débattu. Je crois que les 3 projets étaient de grande qualité, vraiment intéressants. Bon, donc le trophée d'argent est attribué à Sodexo. On a été très impressionnés, je pense, par l'ampleur de la démarche dans un groupe comme celui-là, avec cette dimension internationale et, je veux dire, la stratégie, la structuration du projet avec les rôles par domaine, déployés localement aussi, la distribution des responsabilités, enfin une approche vraiment, vraiment très belle, très structurée. Et on est certain que voilà, le projet est assez jeune, que d'ici peu de temps, 1 an ou 2, vous aurez des choses à démontrer formidables. C'est l'objectif. Merci. À présent, le trophée en bronze, 3e place. Alors, je vais répéter ce qu'ont dit les autres membres du jury, c'est qu'on a débattu longtemps parce qu'on était impressionnés par les 3 démonstrations qui nous ont été faites, avec leurs similitudes et leurs différences. Difficile de comparer des choses qui se sont déroulées à des moments différents, dans des entreprises avec des cultures aussi différentes. Et quand même, on y est arrivé. On a donc la joie d'annoncer que le prix, les trophées de bronze sont accordés à OVH Cloud. Donc, Magali qui est en ligne. Merci beaucoup. On a été impressionné sur la forme, on a été impressionné par la présentation. C'est difficile de présenter à distance un sujet comme celui-là et on a trouvé que un sujet avec cette architecture technique aussi complexe. Mais grâce à cette présentation qui a été brillante, on a pu saisir cette complexité de l'architecture, cette complexité aussi due au volume, aux contraintes qui étaient imposées et qui ne permettaient pas d'aller voir dans les données elles-mêmes. C'est pour tous ceux qui connaissent un peu ces sujets-là et ceux que nous sommes ici, on sait que c'est quelque chose d'ardu. La particularité de cette proposition, c'est qu'elle est centrée sur une problématique, celle de la détection des données personnelles pour la conformité RGPD. Mais on sait aussi que ce genre d'initiative, une fois qu'elle est bien prise en main et qu'elle a fait ses preuves, elle peut servir d'exemple et faire tache d'huile pour saisir les autres contraintes associées aux autres types de données. Et donc, on est ravis d'encourager OVH Cloud de cette façon à continuer ce déploiement sur tous les types de données et tous les problèmes de data management. Donc, bravo à Magali qui nous entend. Merci beaucoup. Très bien. À présent, donc, ça s'est joué vraiment au coude à coude pour le prix coup de cœur. Ah bah, à 1 place près. Donc, c'est Sodexo. Je suis heureux de te remettre ce prix. Voilà, c'est le choix donc des membres de Dama France, donc qui te remet. Je te remets en leur nom ce prix-là et je suis heureux de le faire. Merci. Alors, j'ai pas fini, j'ai encore un prix. C'était pas au programme, mais alors ça va peut-être
pas tenir. Mais c'était à mon programme, ce n'était pas au programme. Je voulais remettre un trophée, voilà, à notre passé président, donc Marcel, qui pendant 8 ans et demi a été aux manettes de l'association. C'est toi finalement qui a développé la grande partie des projets que tu nous as présentés, enfin avec l'équipe passée. Et donc je suis heureux au nom de l'équipe passée, puisque ça avait été décidé par cette équipe, de te remettre ce trophée. Voilà. Et bravo. Voilà. Merci beaucoup, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, merci en fait à l'équipe passée par rapport à ça. Bon, je voulais dire effectivement, surtout merci à l'ensemble des membres et toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler. On a pu collaborer ensemble. Et puis, toutes ces réalisations, le Club Studio, il n'existerait pas en fait, si en fait, tous les membres, les adhérents n'étaient pas là. Donc, c'est vraiment un travail collectif. Et merci encore et j'espère que ça va continuer comme ça. Alors, merci à tous et à toutes, et notamment pour l'organisation. Un grand bravo à Marguerita, qui a été notre régisseuse. Toi, Marguerita, et je vous propose maintenant d'aller faire la fête et d'aller célébrer donc ces 10 ans. Voilà. Les lauréats.